Depuis des mois, on assiste à la surenchère autoritaire et liberticide du gouvernement. Cette fois-ci, elle se cristallise autour de la loi sécurité globale et en particulier de son article 24, dont on a beaucoup discuté dans les médias. Le comité juridique de Révolution Permanente se propose de décortiquer l'ensemble du dispositif, au-delà des dispositions du dit article 24, et d'insister sur la nécessité de se battre non seulement pour son retrait total, mais également pour le retrait du schéma national du maintien de l'ordre et de la loi dite séparatisme. Depuis le samedi 28 novembre, de larges franges de la population sont mobilisées contre la loi sécurité globale et en particulier contre l'article 24 qui prévoit d'interdire la diffusion et la captation d'images qui représentent des policiers. Le caractère particulièrement massif de cette première journée de mobilisation a été dû à la diffusion très choquante des images du tabassage de Michel Zecler ou encore de l'évacuation ultra-violente du camp de migrants à République. Ces événements ont bien évidemment confirmé l'importance de pouvoir filmer et diffuser des images de violences policières, ne serait-ce que pour se défendre. Face à l'étendue et au succès de la manifestation, le gouvernement a reculé et proposé une réécriture de l'article 24. Mais est-ce que c'est suffisant ? On voudrait démontrer l'inverse, c'est qu'en réalité, l'ensemble du dispositif contenu dans la loi est très dangereux. Pour commencer, on peut déjà s'intéresser à l'article 4, qui prévoit la création d'une police municipale à Paris dès 2021. Il est prévu que 5000 policiers soient formés d'ici 2024 pour préparer les Jeux Olympiques, dans le cadre d'une école parisienne avec le but affiché, je cite, de lutter contre les incivilités. Il faut évidemment s'attendre à un accroissement très important de la présence policière à Paris, ce qui, combiné à leurs nouvelles prérogatives contenues dans la loi, va effectivement impliquer un renforcement des violences policières et de toutes les conséquences qui s'en suivent. On peut ensuite citer l'article 20 qui autorise quant à lui la consultation des images de vidéosurveillance par les policiers municipaux ainsi que par les agents de la ville de Paris, alors que cette possibilité, déjà contestable, était réservée aux agents de police nationale et de la gendarmerie. Donc maintenant, tous ces corps répressifs pourront avoir accès aux images de vidéosurveillance, notamment celles mises en place par les commerçants, par exemple, encore une fois, je cite, aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. On voit que la nature très large de la formulation permet en réalité d'englober tout type d'action. On peut ensuite citer l'article 21 qui, quant à lui, traite du port de caméras individuelles par les policiers et les gendarmes. Il faut savoir en effet que les policiers et les gendarmes peuvent filmer leur intervention à l'aide de caméras dites caméras piétons depuis 2016, mais que dans les dispositifs précédents, il existait deux limites. L'agent qui portait cette caméra ne pouvait pas avoir accès en direct aux enregistrements et on pouvait y avoir accès seulement si un événement survenu pendant l'intervention le justifiait et donc a posteriori. Il s'agissait déjà de limites évidemment très maigres, mais il faut voir que le projet de loi les supprime et compte permettre aux agents qui portent la caméra de consulter ces images dans le cadre d'une procédure judiciaire, par exemple pour un procès verbal, ou même dans le cadre d'une intervention. Il faut voir que la garantie prévue dans le texte se résume dès lors à interdire aux agents de récupérer, effacer ou modifier les images. Mais on sait que dans la pratique, c'est un truc qui se fait beaucoup. Par ailleurs, il sera désormais possible de transmettre les images, et ça c'est très important, en temps réel au poste de commandement. C'est un dispositif que même la défenseuse des droits, qui a été pourtant nommée par Macron, a considéré comme, je cite, susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. Ça entraîne effectivement des risques incontestables dans la mesure où c'est combiné à des technologies très poussées de reconnaissance faciale. À ce titre, la quadrature du net démontre que ça pourrait, je cite, permettre l'analyse automatisée et en temps réel des images. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Le renforcement de dispositifs qui permettent déjà, et que l'on a constaté depuis 2015, le harcèlement de personnes identifiées, que ce soit des militants, politiques, écologistes ou des personnes considérées pas comme dangereuses, comme ça a été le cas de personnes musulmanes stigmatisées. À partir de là, ça permettrait à la police de renforcer des dispositifs de fouille, de garde à vue préventive et d'interdiction de manifestation sur la base de la reconnaissance faciale en temps réel. L'article 22 autorise le recours aux drones pour surveiller notamment les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public. Mais aussi dans le cadre de l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Cela concerne évidemment tout particulièrement les manifestations. En premier lieu, on peut souligner que le texte ne fait que mettre sur papier une pratique déjà mise en œuvre par la police. Par ailleurs, on voit que si le recours au drone n'a pas eu besoin de base légale pour exister, celle-ci prévoit un périmètre assez large pour opérer une véritable surveillance de masse. En effet, la notion de trouble à l'ordre public est assez floue pour être utilisée dans des situations de nature très différentes. Concrètement, les drones pourront être utilisés dans de nombreuses circonstances, si ce n'est toutes. Cela est déjà d'actualité, même en dehors de tout cadre légal. Mediapart avait à ce titre recueilli le témoignage de militantes du collectif Interurgence qui, parce qu'elles avaient déployé une banderole lors d'un discours d'Emmanuel Macron, ont été donc suivies, identifiées par un drone et donc interpellées au sein d'un domicile privé. L'article 23 prévoit la suppression de la possibilité de bénéficier d'une réduction de peine pour les personnes condamnées pour des infractions commises notamment à l'encontre d'agents de la police et de la gendarmerie, mais aussi des pompiers. Il convient de préciser que l'exception au principe de réduction de peine n'était alors applicable qu'aux terroristes. Cet article n'est pas sans conséquence car on a pu constater que dans de nombreuses affaires de violences policières, les victimes étaient elles-mêmes accusées. On peut prendre l'exemple de Michel Zecler, notamment, qui avait dans un premier temps été accusé et mis en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. On peut aussi parler de l'article 25 qui prévoit que les forces de l'ordre ne pourront plus se voir refuser l'accès à un lieu recevant du public sous motif qu'ils portent leurs armes. En d'autres termes, cet article autorise purement et simplement les agents à porter leurs armes hors service. Or, si la police, dans le cadre de ses interventions, commet de graves violences, comment imaginer que dans le cadre informel des situations tragiques ne pourraient survenir ? Ce texte, écrit main dans la main avec les syndicats de police, fait droit à un certain nombre de leurs revendications historiques. Et pour ça, il suffit de regarder les tracts, notamment du syndicat Alliance ou alors UNSA, pour s'en convaincre, qui revendique notamment l'exécution immédiate des condamnations sans remise de peine, un soutien indéfectible et qui demande aussi de limiter la reconnaissance des policiers dans les médias. Une autre revendication est la présomption de légitime défense, qui sera un véritable permis de tuer et qui laisse entrevoir le contenu de prochains projets de loi. Dans un second temps, le texte prévoit de nouvelles dispositions concernant la sécurité privée, a priori dans l'optique de la préparation des Jeux Olympiques de 2024, mais sans pour autant leur donner un caractère temporaire. Donc cela suppose une pérennisation du dispositif à terme. Ainsi, des agents de sécurité pourront assurer des opérations de palpation, c'est l'article 18 qui le dit, mais aussi constater par procès verbal un certain nombre d'infractions listées au livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Dans ce cadre, le texte les habilite de surcroît à recueillir et à relever l'adresse des auteurs présumés d'infractions. Dans le cas où une personne va refuser ou se trouver dans l'impossibilité de confirmer et justifier son identité, l'agent de sécurité privée est autorisé à le retenir pendant le temps nécessaire, le temps qu'arrivent les agents de police judiciaire ou nationale. Donc ça c'est l'article 8 de la loi. Force est de constater que l'article 24 n'est pas le seul qui se pose problème, et ceci pour deux raisons au moins. Déjà parce que au-delà de la question de la liberté de la presse de filmer les violences policières, le véritable problème, et on l'a vu avec les manifestations de cet été, sont les violences policières et leur impunité, largement entérinées par cette loi qui donne de plus en plus de pouvoir à la police et aux agents de sécurité privée, mais aussi parce que la loi elle-même s'inscrit dans un contexte d'offensive sécuritaire et liberticide plus global que nous devons affronter dans son ensemble. Tout d'abord, nous pouvons parler du schéma national de maintien de l'ordre qui va entériner des pratiques, notamment l'utilisation d'armes non létales et qui sont hautement vulnérables, telles que le lanceur de balles de défense ou encore des pratiques telles que la fouille massive des manifestants en amont de la manifestation ou encore des arrestations préventives, ainsi que la réduction de la liberté de la presse, notamment parce que les journalistes eux aussi sont obligés de quitter la manifestation après sommation et s'ils ne le font pas, ce sera un délit.
En plus, le gouvernement a cherché à instrumentaliser le meurtre horrible de Samuel Paty et se lancer dans la traque d'une partie de la population musulmane ou assimilée comme telle. En effet, avec la loi séparatisme, aujourd'hui renommée loi de renforcement des principes républicains, cette loi participe de la désignation d'un ennemi intérieur et justifie des méthodes abominables. Ainsi, on a pu le voir, la dissolution de l'association de lutte contre l'islamophobie CCIF par le Conseil des ministres sur des motifs totalement fallacieux. Ou encore, on a pu voir des injonctions faites par certains directeurs d'académie d'encourager la délation d'enfants qui auraient eu des paroles pouvant se rapporter à de l'apologie du terrorisme. Et d'ailleurs, des signalements avaient donné lieu à l'arrestation de plusieurs enfants et l'intervention de policiers cagoulés et armés au domicile des parents d'une fillette qui était justement en cause pour avoir proféré des paroles d'apologie au terrorisme. En somme, un renforcement considérable des dispositifs répressifs sur des fondements racistes. Plus généralement, toutes ces mesures surviennent dans un contexte d'état d'urgence, justifié par la pandémie ou par les attentats. Mais en réalité, depuis 5 ans, on a vécu la moitié du temps sous un régime d'exception. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un régime ponctuel. L'ensemble des dispositifs évoqués montre qu'ils tendent au contraire à se pérenniser. À ce propos, l'avocat Raphaël Kampf, dans son ouvrage Ennemis d'État, qui analyse justement les lois scélérates, dont certaines appuient les dispositifs de maintien de l'ordre dont on parle, explique comment l'application de ces mesures à l'encontre de populations à la base construites comme dangereuses, par la suite vont se généraliser à l'ensemble de la population. Par exemple, en 1894, des lois extrêmement répressives avaient été mises en place contre les anarchistes. Elles ont fini par s'appliquer aux militants communistes, mais également à des prévenus de droit commun ou encore à des Algériens pendant les luttes contre la colonisation. L'état d'urgence mis en place en 2015 avait aussi mené à l'assignation à résidence de militants écologistes pendant la COP21 et aujourd'hui permet de violer l'intimité de familles musulmanes, tout comme la loi anti-casseurs de 2019 a permis des contrôles et arrestations massives. Autrement dit, ces nouvelles mesures autoritaires anticipent très clairement les prochains mouvements de contestation. L'État veut à tout prix éviter un mouvement gilet jaune XXL. Et pour toutes ces raisons, il est important de lutter contre l'ensemble de la loi. Et il est tout à fait illusoire de compter sur la justice en évoquant par exemple le secours du Conseil constitutionnel pour limiter les mesures liberticides. Dans la mesure où c'est une instance qui avait volontiers admis par le passé des lois très liberticides telles que la loi anti-casseurs, en retoquant quelques éléments cosmétiques finalement. Le Conseil d'État, dite haute juridiction administrative, a quant à lui reçu tout à fait favorablement les décrets de dissolution de l'association CCIF ou encore les dispositifs de fichage. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que c'est en construisant un mouvement large, le plus large possible, que nous ferons reculer le gouvernement. Les avocats, juristes et militants des droits et libertés fondamentales doivent se retrouver dans la rue pour réclamer le retrait total de la loi sécurité globale, de la loi séparatisme, dite de renforcement des principes républicains, ou encore du schéma national de maintien de l'ordre, et mettre leurs compétences au service de toutes les victimes de ces dispositifs liberticides.